Bon, les amis, l'heure est grave. Nous sommes en guerre. Tout à fait. Notre cher ami Zelensky, il n'est pas content. Voilà, ça il fallait le dire. Pour lui, ça ne va pas assez vite. Il faut le savoir. La Troisième Guerre mondiale n'arrive pas assez vite. Donc il va falloir se ressaisir à un moment donné, je ne sais pas ce que vous foutez, mais il va falloir qu'on se bouge pour accélérer les choses et pour mettre, pour passer à la vitesse supérieure. Parce qu'il s'agirait quand même que les choses soient bien faites. Dans l'intérêt de l'Ukraine, encore une fois, et dans l'intérêt de Vladimir Zelensky. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Vous le sentez, le terrain glissant là. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42. Vous regardez la dose de geek parce que c'est moi, Dose Geek. Et oui, putain, incroyable jeu de mots, mais c'est un truc de malade. Et donc aujourd'hui, on va parler. On va essayer de parler. Je vais pas parler 1 heure parce que ça sert à rien de faire des vidéos d'1 heure. Mais on va essayer d'aborder le sujet un peu de la guerre en Ukraine et notamment des moyens qui sont mobilisés pour la guerre en Ukraine, ou en tout cas des moyens qu'on nous demande, qu'on nous exige de mobiliser, parce que le président d'Ukraine, il est très célèbre pour ça maintenant, hein, il est connu pour ça, pour exiger auprès des autres pays, il exige que les pays lui fournissent du matériel, des équipements pour faire la guerre, voilà, et ou même accessoirement qu'on lui donne de l'argent. Donc c'est même pas je vous demande, non, vous n'avez pas le choix, c'est vous allez me donner de l'argent et vous me donnez des armes, parce que c'est moi qui défends vos intérêts quand même face à la Russie. C'est un peu sa vision des choses. Donc en fait, l'Ukraine, l'Ukraine, c'est le bras armé en ce moment du monde occidental face à la méchante Russie. Évidemment, c'est ce que on voudrait nous faire croire, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voudrait nous faire avaler, cette histoire qui est très simple. Les gentils contre les méchants, le blanc contre le noir. Mais moi, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait nous faire croire, ou ce qu'on voudrait nous vendre. Parce que ce monde, effectivement, comme vous le savez, vous n'êtes pas censé l'ignorer, ce monde est fait de marchandage, ce monde est régi par l'argent, le sexe et la violence, et rien n'est fait par hasard. Et rien n'est simple, tout est compliqué dans ce monde, et on va le voir ensemble ce soir, et ce n'est pas aussi simple que de dire vous me donnez ci ou vous me donnez ça. Non, moi imaginez qu'est-ce qui se passerait si je débarquais chez vous en vous disant bon, vous allez me donner tout ce que vous avez dans votre frigo, vous allez me donner votre ordinateur, parce que en fait c'est pour moi m'aider à me défendre contre, ou c'est pour moi m'aider dans mon travail pour me défendre face à la crise, ou c'est pour défendre la patrie. Voilà. Non, c'est pas aussi simple que ça. On a un libre arbitre, on vit quand même dans des démocraties ici en Union européenne ou dans le monde occidental, et on est quand même dans des pays aujourd'hui où le peuple a encore quelque chose à dire. Même si on a élu des personnes à la tête de ces pays pour nous représenter, les constitutions sont faites pour que le peuple soit un minimum écouté, ou que en tout cas son avis soit un minimum pris en compte. Si son avis n'est pas pris en compte, ce n'est plus une démocratie. On est d'accord. Et c'est peut-être aussi le pourquoi des contestations, des vagues massives de contestations qui traversent tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui, enfin en tout cas ces derniers mois.
Allez, basculons tout de suite dans, on va dire, un petit panel des exigences de notre cher copain Zelensky. Voilà, donc ça a été partagé sur les réseaux sociaux, mais après vous pouvez les trouver très facilement, ces interventions, sur YouTube ou sur les sites des médias nationaux. C'est le train le plus stable du monde que le fond vert. Alors oui, Zelensky, il est connu aussi pour avoir fait beaucoup de vidéos, d'interventions vidéo, où il était filmé sur fond vert par des spécialistes des effets visuels, en faisant croire qu'il était sur place en Ukraine pour faire ses discours, mais en fait il était dans des studios, soit en Pologne, soit dans des lieux tenus secrets, mais hors de l'Ukraine, pour faire ses speeches vidéo. C'est la manipulation de l'image et des médias qui marche à plein régime en ce moment, mais de toute façon c'est valable pour toutes les guerres en général, même pour la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Tous les moyens sont bons, les moyens de communication, pour faire de la propagande, pour justifier une guerre et l'entretenir. Parce que la guerre, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt, ou beaucoup d'organisations qui ont intérêt à ce que les gens se fassent la guerre. Ne serait-ce déjà, pour commencer, que les vendeurs d'armes, les marchands d'armes. D'accord ? Eux, c'est leur business. Ensuite, on a aussi des politiques, des différentes couleurs politiques qui ont intérêt à ce que des guerres soient livrées, parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu, des intérêts économiques, des intérêts financiers, des personnes qui ont de l'influence ou des grosses fortunes, des personnes influentes qui ont des parts, des investissements dans certaines activités industrielles qui jouent des rôles stratégiques majeurs dans certains pays. Et donc, la guerre, ce n'est pas que purement militaire ou qu'un rapport de force pour savoir qui est le plus fort. Non, bien souvent, c'est qu'il y a des enjeux économiques ou géopolitiques derrière qui sont menacés ou qui sont impactés, et c'est pour savoir qui va c'est difficile à dire, mais qui va effectuer une prise de pouvoir, ou qui va mettre la main sur, qui va avoir la main mise sur un certain stock de richesses ou une certaine production de richesses. Ça peut être des richesses énergétiques, ça peut être des richesses financières, des monnaies, ça peut être des trésors, de l'or, des stocks d'or, des choses comme ça. Ça peut être du pétrole. Ça peut être toute cette sorte de choses. Ça peut être des richesses culturelles. On a aussi des guerres qui sont menées pour des raisons culturelles ou des raisons de religion, des conflits religieux, des chocs de civilisation. Et donc là, on se retrouve, l'Union européenne se trouve, via l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, se retrouve mêlée à cette guerre en Ukraine. Et je ne vais pas vous surprendre en affirmant que Zelensky profite un peu de la situation, et que, notamment en ayant eu recours à plusieurs reprises à l'aide financière de plusieurs pays de l'Union européenne, mais aussi d'autres pays comme les États-Unis, en sollicitant plusieurs milliards d'aides, et aussi de l'aide militaire au niveau équipement, mais aussi des mercenaires internationaux. Et donc, pour mener à bien sa stratégie de communication et de démarchage en quelque sorte, c'est le VRP numéro 1 de l'Ukraine, le bougre, il a recours très souvent à l'image et à la manipulation de l'image, et notamment au tournage en studio de ces fameuses vidéos. Ce qui n'est pas très... en termes de communication, ça ne donne pas un côté authentique, et donc du coup, je trouve que ça dessert son message. S'il avait voulu rester authentique dans ses propos, dans le message qu'il voulait délivrer, eh bien qu'il ait le courage d'aller en Ukraine, faire ses prises de vue directement en Ukraine. Le fait qu'il filme en studio fond vert, et qu'il soit incrusté dans des décors
et qu'en fait, les yeux experts ont tout de suite détecté que c'était des vidéos manipulées, que c'était des images truquées. Et ça ne sert pas à son discours, je suis désolé. Ça contribue encore une fois à alimenter les rumeurs d'arnaques, de mensonges ou de discours falsifiés pour tromper les gens. Et encore une fois, ça laisse traîner des rumeurs de propagande quelque part. Mais la propagande, je vous rassure, il y en a de tous les côtés. Aussi bien du côté européen, ukrainien, que du côté russe. Évidemment, chacun va donner sa version des faits pour essayer de convertir ou de rassembler l'opinion publique dans son propre pays vers ses propres décisions pour avoir une certaine forme de légitimité dans ses choix politiques, dans ses choix militaires, stratégiques. Donc dans cette vidéo, qui est sortie le 27 mars, c'est tout frais, Zelensky est de nouveau mécontent. Pour lui, l'Union européenne travaille mal, vous aidez pas assez. N'est-il pas clair que l'Ukraine doit occuper la première place en Europe? C'est le cœur historique de la civilisation européenne. À tout prix, il faut provoquer la Troisième Guerre mondiale. NATO is losing the war. Hashtag l'OTAN est en train de perdre la guerre. While every hour on the battlefield counts, the delay in supplying long-range missiles to Ukraine is already significant. This does not allow us to roll back the positions of Russian terrorists, in particular from Kherson, Zaporizhia, and our other cities, which are constantly shelled by Russian long-range missiles. While every hour... Donc voilà, vous l'avez vu la vidéo. Comme disait le Tweetos, il disait que c'était le train le plus stable du monde. Effectivement, il n'y a aucun tremblement, alors qu'on voit effectivement que la caméra elle est fixée sur un pied. En général, un train, ça bouge, et normalement, si elle est tenue sur un pied, la caméra devrait bouger en même temps que les mouvements du train. Et là, il n'y a rien qui bouge. Donc c'est très stable, trop stable, donc ça laisse suggérer que ça a été, encore une fois, filmé sur fond vert. Et donc, ce personnage vient nous dire que en fait, on n'en fait pas assez, et que l'Ukraine est en train de perdre la guerre face à la Russie à cause du manque d'effort, de la mauvaise volonté de nous, les Européens, qui n'avons pas déclenché la guerre, qui n'avons rien à faire là-dedans. Nous ne sommes pas à l'initiative du conflit. Je rappelle que l'Ukraine n'est pas non plus innocente dans l'histoire, parce que ça fait depuis des décennies que l'Ukraine et la Russie échangent des tirs ou entre ces deux pays, ou alors il y a les différentes régions entre ces deux pays, à la frontière entre ces deux pays, basculent souvent d'un côté et de l'autre, et vice-versa. Que l'Ukraine a été responsable aussi, il y a quelques années, de bombardements sur des populations civiles, sur des territoires de Russie. Donc en fait, ce n'est pas la Russie qui a déclenché une guerre ou l'Ukraine qui a déclenché une guerre, c'est pas blanc ou noir, c'est gris en fait. Chacun a une responsabilité dans ce conflit. Sauf que le problème, c'est que Zelensky, depuis le début, ne veut absolument pas s'asseoir à une table avec Poutine pour essayer de trouver une solution de négociation pour la paix. Et c'est souvent ce que les députés européens, enfin certains députés européens, reprochent à Zelensky, c'est l'absence de dialogue avec la Russie pour essayer de trouver une solution de paix. C'est plutôt, lui sa stratégie, c'est plutôt une escalade toujours vers la violence et vers la guerre. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il est en train de nous dire dans cette vidéo, c'est que il a besoin toujours plus de missiles européens pour l'Ukraine pour se défendre contre les attaques de la Russie. Donc c'est bien d'allumer un feu et d'aller provoquer un pays qui est plus grand que son propre pays, mais après, il faut être capable de l'assumer, et c'est trop facile d'aller solliciter après tous les autres pays autour en disant « Voyez, il m'a attaqué, donc maintenant j'ai besoin de votre aide pour me défendre parce que je suis plus petit que lui ». Donc c'est un peu voilà ce qui me révolte dans ce genre de situation et dans cette stratégie. Et ce qui me révolte, en fait, c'est aussi c'est que beaucoup de pays européens, notamment comme la France, eh bien, en fait, répondent positivement à toutes les demandes de Zelensky sans aucune condition,
et ce qui explique pourquoi aujourd'hui la France, la situation économique de la France s'aggrave, parce qu'on a voté des sanctions contre la Russie qui sont totalement absurdes et qui se retournent contre nous, et en plus on a donné des milliards en argent et en équipement militaire à l'Ukraine. Aujourd'hui, ces milliards qui nous manquent cruellement pour la santé, pour les services publics, pour l'éducation nationale, pour les retraites. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Ce qu'on prend d'un côté, on ne le retrouve plus. Ce qu'on prend d'un côté pour le mettre de l'autre, on ne le retrouve plus quand on en a besoin pour certains services ou certaines prestations. Et c'est ça qui est triste dans l'histoire, c'est que le peuple français est en train de payer le prix fort de cette guerre en Ukraine, même si évidemment ça n'est pas comparable avec ce que vit la population ukrainienne actuellement avec les bombardements. La France n'est pas encore bombardée par la Russie, mais ça ne saurait tarder si ça va trop loin, hein. Je tiens à le préciser. Et donc là, on a des personnes qui ont réagi aux injonctions de Zelensky avec d'autres vidéos, conscription forcée en Ukraine, et ils vont bientôt commencer à tordre par les bras les femmes dans les rues. Il n'y a plus personne pour se battre pour les intérêts des anglo-saxons en Ukraine. Zelensky, war criminal, a noyé son pays dans le sang, et donc on voit des soldats ukrainiens qui vont chercher de force les hommes ukrainiens, les derniers disponibles, pour les enrôler dans l'armée ukrainienne pour aller affronter les Russes. Et donc on a vu beaucoup de photos circuler sur internet, sur les réseaux sociaux, de soldats ukrainiens qui avaient enrôlé de force des jeunes enfants et aussi des vieillards, hein. Donc on en est à ce point-là. Donc est-ce que c'est normal d'enrôler de force? Alors que je pensais qu'ils avaient suffisamment de mercenaires de tous les pays qui étaient venus, qui les avaient rejoints, qu'ils étaient en train de gagner la guerre, soi-disant. À noter aussi qu'il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens qui critiquent eux-mêmes Zelensky. Alors si, avec un peu de chance, peut-être que je tomberai sur une vidéo témoignage, je ne sais pas, on verra. On va faire attention, je tiens à préciser quand même que je ne suis pas non plus pro-russe dans cette histoire, d'accord ? Je ne suis pas, je ne vais pas prôner l'intérêt russe, et je ne vais pas dire que les Russes ont eu raison d'attaquer l'Ukraine et de bombarder les civils et toute la population et les infrastructures en Ukraine. Par contre, ce que je critique, c'est la stratégie européenne et le comportement de ce président ukrainien dans ce genre de situation qui n'ont fait que pourrir la situation depuis le début de cette crise, sans à aucun moment chercher de solution de paix. Parce que c'est toujours ça, en fait, qu'on essaye de chercher en premier. Et on nous l'a dit souvent, hein, beaucoup de philosophes ou d'intellectuels l'ont dit. C'est toujours plus difficile de s'asseoir à une table et de discuter, de trouver une solution de paix, de négocier la paix, plutôt que de tomber dans la facilité de la violence et de l'affrontement. Ça, c'est sûr. Complotistes, l'histoire jugera ceux qui n'ont pas suivi docilement la doxa officielle. Tous les mêmes, factieux, séditieux, anti-républicains, pro-russes, anti-vax, à choisir en fonction du discours du moment. Oui, alors ça c'est une comparaison sur les cotisations de retraite. Il n'a qu'à augmenter dans son pays l'âge légal de départ à la retraite, on se fait balader mais d'une force. En Ukraine, l'âge de départ à la retraite est de 60 ans pour les hommes et 55 pour les femmes. Oui, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Et pareil dans les autres pays. C'était exactement la réflexion que je m'étais fait en voyant cette vidéo. Ceci étant, je me fous complètement de Zelensky et de ce qu'il peut raconter. En réponse, je suis un clown. Oui. Même pas besoin d'être complotiste pour le voir, que la vidéo est truquée. Oui, la question est de savoir où a eu lieu le tournage du cinéma. Oui, en plus, c'est un ancien acteur. La pleurnicheuse avec ses fonds verts est de retour.
Mais ce pauvre type est la 11e plaie d'Égypte, dégagez-le de grâce. C'est pas Zelensky, c'est son double. Les trains ukrainiens ne font pas de bruit, pas de tam-tam tatoum, tatoum, des essieux sur les rails comme à la SNCF, vu la vitesse de déplacement derrière les vitres. En direct du studio Hollywood. Et pourquoi se mettre en scène dans un train ? Ben, en fait, c'est un peu comme notre président, hein, c'est la volonté de se mettre en scène, de montrer qu'on est un homme d'action, en fait, qu'on est sur le terrain, qu'on aime bien bouger, la symbolique du train, du wagon qui est en mouvement, voilà, c'est ça, c'est un homme qui est tout le temps en mouvement, qui est mobile, qui s'adapte à la situation, qui est très réactif. C'est ça le message depuis le début, qui est habillé en treillis, qui va au front, qui n'hésite pas à aller à l'affrontement. Mais c'est que de l'image, c'est que du jeu d'acteur, en fait. Le Parrain, épisode 4. Oui, alors effectivement, l'Ukraine s'est fait épingler plusieurs fois. Il y a eu des polémiques depuis ces derniers mois, où il y a eu effectivement beaucoup de journalistes indépendants ont pu détecter des mouvements suspects d'argent détourné, d'argent qui a été donné notamment par les pays occidentaux pour aider l'Ukraine. Et bien sur ces sommes faramineuses, il y a eu de grosses sommes qui ont été détournées, donc on ne sait pas par qui. Il y a eu notamment des responsables du gouvernement de Zelensky qui ont, quand ils ont été confondus, pris la main dans le sac, ben, ils ont démissionné, ou alors il y en a un qui a disparu carrément, qui est allé s'exiler en Thaïlande, et qui envoie régulièrement quelques photos ou des vidéos, pour dire tout va bien, je profite de mon argent. Donc effectivement, tout ça ternit l'image, ça n'aide pas Zelensky dans sa communication. Et c'est ça qui donne l'impression en fait que quelque part tout ça sent mauvais, quoi. Et c'est cette impression que j'ai eue depuis le début et qui fait que je n'ai pas réussi à accrocher ou à afficher le drapeau ukrainien sur mon profil Twitter. Voilà. Quelque part, enfin. Pour moi, ça n'est pas normal d'être pour la guerre. D'être pour la guerre entre un pays et un autre. Parce que forcément, la guerre, c'est négatif. Il va y avoir des gens qui seront tués. On ne peut pas être pour la guerre. Sauf si, effectivement, tu es sur la défensive et que ton pays a été attaqué, qu'il y a eu une injustice et qu'il y a eu de nombreux morts. Mais là, c'est différent. En fait, il y a eu des morts des deux côtés, il y a eu des injustices des deux côtés, c'est prouvé, il y a des vidéos qui existent, il y a des photos, il y a des témoignages, il y a eu des enquêtes. Mais aujourd'hui, ce que je reproche à l'Union européenne, c'est de prendre parti pour l'Ukraine ouvertement, comme si ce conflit était très simple, très clair. Non, je suis désolé, la prise de position n'est pas aussi simple. Je voudrais qu'on ait plus de discernement et un peu plus de réflexion et qu'on enquête plus pour connaître vraiment les responsabilités de chacun. Parce que là, en fait, ce genre de conflit, c'est vraiment c'est un cadeau empoisonné pour l'Union européenne parce que c'est évident que l'Union européenne est beaucoup plus petite que la Russie. Et il devait y avoir une alliance sino-russe, la Russie avec la Chine, mais on ne fait aucun poids. L'Union européenne va être rayée de la carte en quelques heures, voire quelques jours. Au niveau équipement militaire, ce n'est pas comparable du tout. Enfin, on ne fait pas du tout le poids. Donc je ne comprends pas cette stratégie ou cette volonté politique suicidaire. Ou alors c'est parce qu'il y a des intérêts financiers derrière qui sont très importants qu'on ne connaît pas. Ou alors c'est pour défendre ces intérêts financiers ou ces personnalités qui ont un certain poids financier. Là, on est sur le site de la RTBF qui avait fait un article là-dessus. Vers une troisième guerre mondiale, quel scénario possible pour la guerre en Ukraine ? À presque un an de l'invasion russe. L'invasion russe en Ukraine a débuté il y a presque un an, à quelques semaines du 24 février. Rien n'indique qu'une fin prochaine de la guerre. Une nouvelle offensive russe se prépare-t-elle avant l'arrivée promise des renforts de chars occidentaux à l'Ukraine ? Plusieurs indices autorisent à le penser, comme la mobilisation croissante du côté russe. Quels sont les scénarios possibles après une année d'affrontements meurtriers ? Une paix est-elle possible, comme certaines informations le supposent ?
Une chose est certaine, depuis le début de l'invasion russe, les objectifs de Vladimir Poutine ont changé, une conquête de l'entièreté de l'Ukraine, avec l'installation d'un régime fantoche pro-russe, en assassinant par exemple Volodymyr Zelensky ou en espérant sa fuite, a pu être le but à l'origine, mais les revers sur le terrain ont vite douché les espoirs russes d'une victoire rapide. On se souvient de la colonne de chars de 60 km de long envoyée par Vladimir Poutine vers Kiev, embourbée, prise en embuscade, une situation embarrassante. Oui, mais si les chars russes ont été embourbés, t'inquiète pas que les chars ukrainiens ont aussi été embourbés, sauf qu'on n'a pas vu les images. Quelle direction peut à présent prendre le conflit ? Selon le chercheur Nicolas Gosset de l'Institut Royal de Défense, 3 scénarios peuvent être pris en compte avec quelques sous-variantes. Premier scénario, l'Ukraine s'impose, mais quid de la réaction russe ? Alors j'ai du mal encore à imaginer un scénario où l'Ukraine, qui est un nain à côté de la Russie, j'ai du mal à imaginer que l'Ukraine s'imposerait face à la Russie. Ou alors peut-être à l'issue d'une guerre nucléaire, mais s'il y a une guerre nucléaire, enfin, on sera tous rayés de la carte, donc j'ai du mal à comprendre. Dans ce premier scénario, l'Ukraine prendrait le dessus, les blindés occidentaux arrivent en nombre et en temps nécessaire, la détermination ukrainienne mène à la victoire. Mais quelle serait alors la réaction de la Russie, puissance nucléaire mise en difficulté ? Humiliant, mais gardons à l'esprit que ce ne serait pas la première fois que Moscou perd une guerre comme en Afghanistan. Une option serait une réaction sous la forme d'un avertissement non conventionnel. La menace nucléaire est brandie depuis que les choses tournent mal pour les Russes. C'est-à-dire quelques jours après le déclenchement de l'invasion, pas une frappe balistique, mais simplement tactique, une bombe nucléaire moins puissante lancée sur un objectif moins vital que Kiev ou que le territoire ukrainien, qui exploserait en mer ou dans les airs. Cela pourrait être aussi une arme chimique, avec l'argument que l'Ukraine l'aurait utilisée en premier, même si elle n'en possède pas. Dans tous ces cas, un sérieux avertissement qui pourrait soit entraîner, en l'absence de réaction occidentale, une capitulation ukrainienne, ou du moins une forme de résignation. Mais qui pourrait tout aussi bien provoquer, et c'est plus probable, une réaction de l'OTAN et mener à une guerre mondiale, pas nécessairement nucléaire. En effet, les États-Unis et l'OTAN ont clairement averti Poutine de ne pas le faire, mais sans préciser quelle serait la réaction de l'Alliance. Les options sont néanmoins connues et détaillées plus bas. Deuxième scénario, la Russie l'emporte. Donc c'est des scénarios simplifiés, mais vous voyez que même simplifié, ça reste assez compliqué, parce que l'évolution de ces scénarios peut changer à tout moment, suivant différentes contraintes, différents détails. La Russie l'emporte. La guerre d'usure joue en faveur des Russes. Comme ils l'ont affirmé, le temps travaille pour eux. La première incertitude, c'est la durée nécessaire pour cela. Il faudrait sans doute de longs mois à l'armée russe pour progresser. Quelle victoire exactement ? Pas nécessairement la conquête de toute l'Ukraine, comme espéré en début d'invasion, mais on peut imaginer tout ou une partie du Donbass, et plus difficilement une progression jusqu'au Dniepr, ou au-delà, à Kiev, voire en Ukraine occidentale. Si c'était le cas, d'ailleurs, il faut s'attendre à une résistance acharnée de la société ukrainienne, mobilisée et militarisée, souligne Nicolas Gosset, une Tchétchénie puissance 10, le scénario le plus terrible pour tout le monde, mais le moins probable de tous. Pour l'éviter, la Russie pourrait faire le choix d'une paix négociée, une option qui a aussi peu de chances de se réaliser pour l'instant. Il faudrait vraiment que Zelensky soit dans une position où il n'a pas le choix pour être obligé à négocier. Troisième scénario, pas de gagnant. Le plus flou des scénarios, mais aussi le plus probable. Le plus probable. Aucun des deux camps ne remporte la victoire, mais la paix ne revient pas, même moyennant un cessez-le-feu négocié. C'est la guerre d'usure. Le rapport de force est figé entre efforts de reconquête ukrainiens et mobilisation russe. Les effectifs fondent, les arsenaux se vident, les adversaires s'épuisent sans résultat. C'est ce qu'a connu le Donbass entre 2015 et 2022, mais à plus grande échelle, et impossible aussi d'en prédire la durée. Quelles sont les chances d'un accord de paix ? Chaque guerre ne se termine pas par un accord de paix négocié, mais ce serait pourtant la meilleure issue. Un journal suisse bien informé, le Neue Zürcher Zeitung, le NZZ, fait état d'une proposition américaine dans ce sens. Une idée inacceptable pour Kiev, céder 1/5 de son territoire en échange de la paix. Le directeur de la CIA, William Burns, l'aurait porté en personne aux deux parties envoyées
par le président Biden. Le deal portait sur le Donbass, 20% du territoire ukrainien cédé à la Russie. Selon des sources politiques allemandes qui se seraient confiées au journal zurichois, le président américain tente ainsi d'écourter le conflit pour se concentrer sur la Chine. Un voyage secret en janvier à Moscou puis à Kiev, 2 refus. L'Ukraine dit être sûre de gagner la guerre sans rien céder. Alors je ne sais pas pourquoi il dit qu'il est sûr de gagner la guerre, je vois pas. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui lui permet d'être sûr de ça. La Russie affirme qu'elle vaincra sur le temps long. Depuis, la CIA a démenti, diplomatiquement évidemment, l'existence d'une telle proposition de paix. Diplomatiquement, car en coulisses, les contacts entre ceux qui murmurent à l'oreille des dirigeants russes, ukrainiens, chinois, américains, européens et même turcs n'ont jamais cessé. Donc ça doit... y a des fourmis qui sont à l'œuvre, hein, y a des hommes de l'ombre qui travaillent tous les jours pour essayer de trouver des solutions de négociation. Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir? Pour les Occidentaux, il y a plusieurs types de lignes rouges. Le recours au nucléaire ou aux armes chimiques, comme indiqué plus haut. Sachant que les Ukrainiens ont déjà usé d'armes chimiques, on a des vidéos qui le prouvent. Des armes chimiques qui étaient qui étaient larguées par des drones au-dessus des troupes russes. L'hypothèse de chars russes à Kiev, d'une conquête plus importante vers l'ouest, voire la prise de toute l'Ukraine. Le ministre italien de la Défense Guido Crosetto l'a d'ailleurs rappelé, dans ce cas, le conflit dépasserait le stade régional et deviendrait mondial, mais on le répète, pas nécessairement nucléaire. L'OTAN pourrait utiliser une palette de mesures comme destruction de la flotte russe de la mer Noire, cyberattaque à grande échelle, donc ça on en a déjà, il en existe déjà, utilisation de l'aviation pour mettre en place des zones d'exclusion aérienne comme en ex-Yougoslavie. En tout, dernier recours, ce serait l'envoi de conseillers militaires et de forces spéciales sur le champ de bataille. Je pense qu'il y en a déjà, à l'œuvre. En retrait des lignes de front. Avec toutes les réactions russes que cela implique, y compris une escalade vers une confrontation directe et un embrasement mondial du conflit. Peut-être que Extraction 3, ce sera en Ukraine. L'assassinat de Volodymyr Zelensky, pas nécessairement par un tueur ou un commando, cela pourrait être via une indiscrétion, une trahison. En frappant le lieu où il se trouve avec un missile, le président pourrait aussi être empoisonné, une méthode courante en Russie. Pour les Russes, la limite à ne pas franchir, c'est de frapper le territoire russe, mais on l'a vu à plusieurs reprises, c'est une ligne fort perméable. Le territoire russe a bel et bien été frappé par l'Ukraine sans riposte directe, autre que les bombardements déjà en cours. La donne pourrait cependant changer, et dans le jeu d'influence actuel, les deux camps montrent les dents. D'un côté, l'ancien président et premier ministre russe, Medvedev, a réitéré que le recours aux armes nucléaires pourrait être une option si l'intégrité du territoire russe, in extenso, incluant les régions annexées, était menacée. De l'autre, un conseiller de Zelensky n'a pas hésité à affirmer que Moscou, en tant que lieu abritant des centres de commandement, était une cible potentielle au même titre que toutes les bases militaires russes. Tout cela, alors que les discussions concernant l'envoi à l'Ukraine d'armes à longue portée se poursuivent et que le Pentagone a annoncé une aide militaire de 2 milliards de dollars comprenant l'envoi de roquettes GLSDB d'une portée de 150 km, doublant presque celle des HIMARS, toujours américains, de seulement 80 km, mais ayant permis de construire la contre-offensive de cet été. Voilà un peu un résumé de ces enjeux qui ont cours en ce moment. C'était intéressant de faire un point là-dessus. Ensuite, on va aller sur Twitter. Notamment sur le compte de François Asselineau, qui est toujours très pertinent dans ses remarques, qui a tweeté le 26 mars 11e paquet de sanctions européennes. Et oui, l'Union européenne a voté un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, évidemment annoncé en grande pompe par Ursula von der Leyen, pour lutter contre le contournement des paquets de sanctions précédents qui ne marchent pas. Par contre, elle marche très bien sur les peuples européens, et notamment la France. Ça, vous inquiétez pas, je vous confirme que les sanctions contre la Russie, on les a bien senties passer.
notamment au niveau du prix du beurre, au niveau du prix des denrées alimentaires et tout ça, et du prix de l'essence. Ça n'a jamais coûté aussi cher d'aller travailler en essence. Le gag est inépuisable. Le 22e paquet durcira le 11e, le 33e durcira le 22e, etc., etc. Donc ce sera sans fin, et ce sera toujours les mêmes qui seront les perdants. L'Union européenne se prépare à lutter contre le contournement des sanctions. 357e paquet de sanctions contre la Russie. Là, un squelette qui nous dit la Russie est totalement isolée, a déjà perdu, Poutine a fait 8 AVC, il a la maladie d'Alzheimer, a 17 cancers en phase terminale. Donc voilà la propagande, ça c'est un peu une satire de la propagande européenne aujourd'hui, qui dit que Poutine est sur le point de mourir, voilà, et au contraire, c'est tout le contraire qui se passe. Donc les gens ne sont pas dupes à un moment donné. On demande juste à ce qu'on nous dise la vérité. Et à un moment donné, enfin, tôt ou tard, la vérité, elle finit toujours par ressortir à la lumière. Donc ça ne sert à rien de nous dire des mensonges. Les gens, ils le voient bien dans la vraie vie, que les prix, tout augmente et que ces sanctions ne marchent pas. Il faut en finir avec la dictature de l'Union européenne et Nord Stream 2, les contrats Pfizer, le détournement des fonds européens pour l'Ukraine, les contrats faramineux avec McKinsey et compagnie, le Qatargate, etc., etc. C'est comme 10 doses de vaccins par habitant européen, c'est qui décide cette gabegie, Ursula ou le clown à côté d'elle, et il faut les arrêter. Les sanctions marchent pas sur la Russie, mais elles marchent sur l'Europe. Ces nazis n'ont rien oublié et rien appris, comme disait Talleyrand. À traduire, un nouveau paquet de sanctions contre nos économies et nos entreprises sous diktat de l'organisation européenne qui les fait courir à nous enfoncer. Combien ça la reporte? Oui, c'est ça la question, c'est pourquoi? Pourquoi s'acharner comme ça sur les peuples européens? Pourquoi? Parce que n'importe qui comprend que en fait, ces sanctions ne servent à rien. Par contre, en attendant, ces dirigeants européens, eux, s'engraissent. Ils touchent des salaires astronomiques et des indemnités astronomiques. Et d'ailleurs, cette personne, Ursula von der Leyen, personne n'a voté pour elle, je le rappelle. Au nom de quelle nation cette dame parle-t-elle? Quelle est sa légitimité? Effectivement. Et dans le même temps, on bazarde ce qui nous reste de souveraineté. Mais pourquoi le fabricant des robinetteries, des sous-marins nucléaires français va passer sous pavillon je crois que c'est américain ou chinois, je ne sais plus. Sous pavillon américain, voilà. Donc on fait construire les équipements de nos véhicules militaires sont fabriqués par des entreprises américaines. On n'a plus eu aucune industrie française qui est capable d'équiper nos appareils, nos véhicules militaires. C'est scandaleux. Et ce qui ruinera encore plus notre économie, effectivement. Voilà. C'est assez bien résumé. Et on va finir avec une autre actu qui est sortie le 28 mars, 2 jours après. Alors ça, c'est gentil. La France prévoit d'acheter 40 avions de chasse Mirage 2000-9 aux Émirats Arabes Unis afin de les transférer au régime de Kiev. Donc c'est même pas pour nous. C'est même pas pour la France. Est-ce que vous en êtes conscient? On achète avec notre argent, nos impôts, nos cotisations, les taxes qu'on paye en France. Avec cet argent, on achète des avions de chasse qui coûtent je sais plus combien de millions par avion. On va pas les utiliser, on va les donner à l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a encore des personnes qui ont un minimum de raisonnement, de bon sens dans ce pays? Pourquoi les gens ne réagissent pas plus? Pourquoi on n'a pas plus de parlementaires, notamment, qui contestent ce genre de décision? Pourquoi le peuple français n'est pas consulté quand il s'agit de questions de guerre, quand il s'agit de décisions prises par notre président en ce qui concerne la guerre avec d'autres pays? La France n'a jamais déclaré la guerre à la Russie. Pourquoi la France doit-elle envoyer des avions de chasse à l'Ukraine pour combattre la Russie? La course est lancée pour que Kiev se dote à terme d'avions de chasse français, en plus d'appareils américains. Les États clients des avions Mirage de Dassault sont ainsi mobilisés de toutes parts. Donc on continue à s'endetter, à endetter les peuples européens
pour financer une guerre totalement suicidaire. Expliquez-moi pourquoi. Quel est l'intérêt derrière qu'est-ce que ça va nous apporter? Et vous voyez qu'avec ce genre d'infos, eh bien, les exigences de Zelensky ont été entendues. Elles ont été exécutées, encore une fois, une énième fois. Il commence à me faire sérieusement chier, le petit con de l'Élysée, à dilapider le fric que nous n'avons pas, mais que moi et mes descendants devrons rembourser pour aider des enfoirés nazis que nos parents et grands-parents ont combattus en 39-45. Et oui. Alors il faut savoir effectivement que pendant la deuxième guerre mondiale, il y avait des sections SS qui étaient recrutées en Ukraine, dans l'Ukraine occupée par l'Allemagne nazie, et beaucoup de résistants et d'anciens qui ont survécu à cette période sombre ont rapporté en fait que les nazis ukrainiens étaient pires, ils leur faisaient plus peur que les nazis allemands, que les SS allemands. Pourquoi? Parce qu'en raison des exactions qu'ils menaient, des tortures et tout ça. Je ne l'invente pas. Vous faites vos recherches sur Internet, sur Google, vous trouverez de nombreux témoignages. Rétrocommission en vue. Les affaires sont les affaires, oui. Je ne suis qu'une particule de la foule illégitime qui ne comprend rien, mais en quoi cette opération joue en faveur de notre balance commerciale? Effectivement. Pourquoi on donne gratuitement des avions qu'on a achetés le prix fort? En plus, c'est des mirages. C'est-à-dire que c'est des mirages qu'on a produits en France, des Mirage 2000, qu'on a produit du temps où on avait encore le savoir-faire. Aujourd'hui, on ne l'a plus, on n'a plus l'industrie, on n'a plus le savoir-faire, donc on ne produit plus rien. On n'a plus la capacité de produire des Mirage 2000, de produire 40 Mirage 2000 en l'espace d'un mois. On est obligé d'aller les acheter, d'aller les racheter d'occasion à d'autres pays arabes qui sont riches, qui nous les avaient achetés il y a 5 ans auparavant. On marche sur la tête, on est dans un monde de fous, quoi. Pour moi, c'est une faute de gestion. C'est de la folie, je crois qu'il est devenu fou. Si les Mirages bombardent la Crimée, malheur à nous. Poutine ne pourra plus retenir les Russes. Macron est trop intelligent. Il a trouvé le moyen de relancer l'industrie française, vendre des biens industriels pour les racheter immédiatement et les donner à quelqu'un d'autre. Ça fait tourner la machine. L'histoire ne dit pas combien les Émirats se font au passage. Ben effectivement. Vous vous doutez bien qu'ils vont pas nous les revendre au même prix auquel ils les ont achetés. Cela permettra aux Émirats de renouveler leur flotte vieillissante par des avions américains, à moins qu'ayant rejoint les BRICS, la fameuse alliance de l'Asie et russe et chinoise, ils ne se décident finalement pour des appareils russes. Hurrah! Ça fera d'excellentes cibles volantes pour la chasse russe. Le 2000 était bon en son temps, mais là il est surclassé. Ils ne savent plus quoi foutre, c'est à qui sera le plus taré, on est servi en France. 40 avions au lieu de mettre dans la retraite. Effectivement, voilà. De l'argent qui va partir en fumée encore une fois. Avec quel pognon? Quand on nous dit d'un côté qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses pour financer les retraites et qu'on va devoir travailler plus longtemps, par contre à côté de ça, il y a de l'argent disponible pour acheter des armes de guerre qui vont servir à tuer des gens ou qui vont être détruites. Allez comprendre le sens de... Quel est le but? Enfin, voilà, je ne comprends pas. Voilà. Donc, beaucoup de gens qui ont réagi. Foutage de gueule. Quand on sait que les Émirats sont la lessiveuse pour les imports-exports russes, ça en dit long sur le niveau de connerie abyssale de ceux qui nous gouvernent. Argent magique. Et oui, pour ça, on a de l'argent. Voilà, effectivement. Donc voilà, on va arrêter, on va laisser là, on va s'arrêter sur cette réflexion, sur ce triste constat. C'était important pour moi de faire cette vidéo parce qu'en fait je voulais vous faire prendre conscience de ces informations qui sont diffusées. En fait, on est noyé aujourd'hui tous les jours dans un flot d'informations.
Et il y a tellement d'informations qu'on ne distingue plus, on n'arrive plus à distinguer les informations importantes des informations moins importantes. On est noyé, on est presque accaparé par les choses futiles, par l'instantané, par le plaisir instantané, par le divertissement. Or, je pense qu'il faut qu'on garde quand même un œil éveillé, il faut qu'on garde une certaine vigilance sur les décisions importantes qui sont prises tous les jours par nos dirigeants, parce que c'est nous qui les avons quand même mis au pouvoir, c'est nous qui les avons élus, c'est eux qui dirigent ce pays, qui choisissent dans quelle direction notre pays va se développer. Aujourd'hui, je dois dire assez tristement que notre pays n'est plutôt pas vraiment en voie de développement, mais plutôt en voie de déclin. C'est un peu l'impression que ça donne. Et encore un exemple là, flagrant, des causes potentielles de mauvaise gestion de cet argent public et qui provoque des manques, des vides de cet argent dans d'autres caisses qui pourraient servir à d'autres choses pour aider notre pays à traverser ce temps de crise. Et donc c'est vraiment triste de constater en fait toutes ces erreurs, ces mauvais choix en fait, toutes ces erreurs de stratégie. Alors certains vont penser que ce sont des erreurs, c'est fait par hasard ou ce n'est pas volontaire. Je pense pas. Enfin, beaucoup sont comme moi et pensent que ce n'est pas forcément volontaire. Enfin, quand on arrive à ce genre, à de tels niveaux de responsabilité, des gens qui sont très diplômés, qui ont fait beaucoup d'études, qui ont de l'expérience aussi en politique, mais aussi des gens qui ont des intérêts financiers, qui ont un pied dans beaucoup de choses, beaucoup d'activités annexes. Je pense que ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir cette innocence dans leur choix. Ils peuvent pas être aussi naïfs et faire des erreurs aussi grosses en termes de jugement. Donc ça soulève plein de questions, et notamment pourquoi prendre ce genre de décision aussi peu constructive, ce genre de décision aussi suicidaire pour notre pays. C'est ça la grande interrogation. Et sûrement que vous avez d'autres questions qui sont venues à la lumière de ces articles. Vous, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Réagissez. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous êtes choqué par toutes ces décisions totalement absurdes? Est-ce que vous pensez qu'on va droit dans le mur? Comment pensez-vous que ça va évoluer la situation sur le court terme, sur le long terme? Est-ce que vous vous préparez à quelque chose de négatif à l'avenir? Ou est-ce que je sais qu'il y en a qui... J'entends des témoignages à la radio ou autres de Français qui pensent de plus en plus à quitter le pays, à s'expatrier pour aller dans d'autres pays plus riches, où il y a plus d'activités économiques, où il y a plus d'opportunités, parce qu'ils entrevoient qu'en France, eh bien, l'avenir est bouché, justement à cause de ces mauvais choix politiques. Et, des gens qui en arrivent à penser que, en fait, plus rien n'est décidé en France dans l'intérêt du peuple. Tout est décidé pour nuire au peuple français. Et quand on en arrive à ce genre d'état d'esprit, plutôt que de déprimer, on en arrive à une situation à prendre une décision pour se préserver, pour se protéger. Et sa famille, et protéger sa famille aussi. Et donc, je peux comprendre que des personnes aient envie de quitter le pays pour se protéger et pour essayer d'entrevoir des choses plus positives ailleurs. Donc c'est vraiment inquiétant la pente que sont en train de prendre les choses en France, avec tous ces choix, toutes ces décisions. J'espère vraiment qu'à un moment donné, on va inverser la tendance, qu'on va aller vers des nouvelles un peu plus positives, parce que là, ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs années qu'on traverse crise sur crise.
c'est vraiment très fatigant, très usant psychologiquement. Et on n'en voit pas la sortie en fait, on ne voit pas le bout du tunnel. Et c'est vraiment très inquiétant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et comme ça permettra d'échanger et de quelque part de se serrer les coudes, de se soutenir moralement pour essayer de tenir tout le long du chemin, de résister. Cette forme de résilience, quelque part, comme dirait un certain Emmanuel. Nous sommes en guerre. Bien. D'ici la prochaine vidéo, sur une note un peu plus positive, j'espère, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne La TV42, à faire grossir cette communauté. Pardon. Voilà. N'hésitez pas à prendre l'apéritif chez vous, à boire une petite boisson pour vous détendre en regardant cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur la TV42 pour une nouvelle dose de geek. C'était Dose Geek, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives, c'est très important par les temps qui courent. Rechargez vos batteries, tenez bon, et on se serre les coudes, et puis passez une bonne soirée, et on se revoit très vite. À très bientôt. N'hésitez pas aussi à me suggérer des sujets de vidéos dans les commentaires. Ça peut me donner des idées, il n'y a pas de problème, pour rebondir dessus ou sur des sujets d'actualité. Allez, à très vite. C'était Dose Geek, bye bye.